Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Laurent Rousseau. Donc, je travaille à Airbus depuis une quinzaine d'années et depuis 3-4 ans maintenant, je travaille plus spécifiquement sur des technologies que l'on appelle réalité mixte. Donc, pour clarifier cette notion, parce que ici sur le salon, la notion de mixed reality, elle n'est pas toujours comprise de la même façon. Aujourd'hui, dans mon propos, ce que j'appelle mixed reality, c'est l'ensemble des technologies qui mélangent de la réalité et des éléments virtuels. Donc ça englobe la partie réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Et ce n'est pas certaines petites utilisations très spécifiques comme j'ai pu le voir dans le salon. Donc mon propos aujourd'hui est donc sur l'utilisation de ces technologies de réalité mixte pour la maintenance et l'entraînement. Donc avant de rentrer vraiment sur le sujet, je vais rapidement vous expliquer un peu dans quel cadre ces travaux sont réalisés au sein d'Airbus. Donc depuis quelques années, on opère une transformation digitale de la compagnie et il a été identifié un certain nombre de technologies, au nombre de 9 aujourd'hui, sur lesquelles Airbus souhaite s'appuyer pour opérer cette transformation dans le but d'améliorer les produits, dans le but de se différencier au niveau du marché bien sûr, mais aussi dans le but d'améliorer l'engagement des employés. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais vous voyez donc que la réalité mixte est un des 9 capacités qui sont prises en compte. Pourquoi maintenant on s'intéresse un peu plus à cet aspect? Alors en fait, on ne s'intéresse pas depuis peu à la réalité mixte. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'à Airbus, on utilise la réalité mixte, principalement la réalité virtuelle, principalement dans des salles dédiées, et pour les usages de l'engineering, du customer service et un peu de production également, en termes de réalité augmentée. Donc voilà, une vingtaine d'années que Airbus travaille sur ces technologies-là. On a même développé en interne certaines solutions, à la fois logicielles, d'algorithmes de tracking par exemple, voire même matériel en ce qui concerne des caméras. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une évolution importante de ces technologies sur les dernières années. Donc là, j'ai pris vraiment deux extrêmes. Donc les années 90, où la réalité virtuelle et même un peu augmentée commençait à apparaître. Bien sûr, tout cela, c'était complexe, c'était très difficile d'usage, c'était très cher. Les performances étaient très limitées, ce qui fait que l'utilisation était peu intéressante. Et les fonctionnalités qui étaient disponibles à l'époque étaient également limitées. Donc si on regarde cette année, ou en tout cas depuis quelques années, les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée sont donc beaucoup plus accessibles, sont beaucoup plus faciles d'utilisation, sont beaucoup plus performantes, beaucoup moins chères. Et donc, notamment certaines évolutions en termes de fonctionnalités sur ces 3-4 dernières années font que, au sein d'Airbus, on a souhaité remettre l'accent sur ces technologies qui nous semblaient pouvoir apporter une valeur importante pour la société. Donc on a mis en place un programme qui a démarré en 2015, qui est dirigé par Alexandre Godin, qui n'est pas présent aujourd'hui, et qui consiste donc à essayer de répondre aux besoins des utilisateurs et à voir dans quelle mesure ces technologies peuvent apporter réellement une valeur pour la société en termes de productivité, de confort, de qualité, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc ce programme s'est articulé sur 3 ans et bien sûr va continuer derrière, mais c'est pour vous faire un petit retour sur les années passées. Donc on a démarré en 2016 sur une acquisition et une démonstration de la valeur technologique. Donc là, l'idée, c'était de se tourner vers ce qui devient maintenant des technologies grand public, donc surtout dans le domaine de la réalité virtuelle. Jusqu'à présent, Airbus utilisait des technologies assez spécifiques et réservées au monde industriel. Et en fait, on a vu apparaître des technologies de réalité virtuelle beaucoup plus grand public, qui n'ont pas les mêmes usages, certes, mais qui pourraient permettre de mettre à disposition de beaucoup plus de personnes au sein de la société, voire même à l'extérieur de la société parmi nos clients. Donc ces nouvelles technologies pourraient permettre de donner l'accès à la réalité virtuelle, voire même maintenant à la réalité augmentée.
Donc l'idée, c'est de sortir un petit peu du mode la réalité virtuelle est utilisée que par certaines personnes pour des usages vraiment très très cloisonnés, pour aller vers une utilisation beaucoup plus large de ces technologies au sein de la compagnie. On y reviendra un peu après. En 2017, on a vraiment mis l'accent sur le prototypage et en tout cas l'évaluation concrète de ces technologies pour des cas d'utilisation dans différents secteurs d'Airbus. Et on le verra un peu après, je crois. Ça couvre vraiment beaucoup de domaines. Donc les domaines qui nous intéressent aujourd'hui, c'est principalement la maintenance et l'entraînement. Mais on s'aperçoit que ces technologies ont un intérêt pour le marketing, pour les ressources humaines, pour bien sûr le manufacturing, pour etc. Et donc notre objectif en 2017 a été vraiment de mettre en évidence l'utilisation et la valeur apportée par ces technologies dans de nombreux secteurs. Donc en 2018, maintenant qu'on a pas mal démontré l'intérêt pour la société, bien sûr, il va falloir se consacrer. Alors, ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, on ne l'a pas fait, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cas concrets qui sont arrivés jusqu'à une utilisation opérationnelle. Mais l'année 2018 est pour nous l'année où réellement on va transformer ces bonnes idées, ces prototypes pertinents, en des utilisations opérationnelles au sein de la société. Je ne vais pas détailler toutes les planches, parce que sinon, je vais largement dépasser mon temps de parole. J'ai l'habitude de le dépasser, mais on va essayer de ne pas le faire aujourd'hui. Juste un petit focus sur une organisation particulière, donc qui s'appelle peut-être pompeusement Airbus Holographic Academy. En fait, c'est une organisation, c'est pas vraiment une organisation, ce sont des équipes qui se sont regroupées, qui se sont mises en réseau. Ces équipes, elles sont distribuées au sein de l'ensemble des divisions d'Airbus, donc avions, Defense and Space et hélicoptères. Elle couvre la plupart des sites où Airbus est représenté et ça représente en gros une centaine de contributeurs dans le monde. Et ces petites équipes qui travaillent ensemble ont pour objectif de faire ce que j'expliquais tout à l'heure, l'aspect benchmark de technologie, démonstration, observation des utilisateurs potentiels, etc. On a souhaité créer cette espèce de studio interne Airbus, non pas pour réaliser à terme toutes les solutions de réalité mixte pour Airbus, mais vraiment pour maîtriser la technologie, pouvoir plus facilement aussi convaincre de la pertinence de l'utilisation de ces technologies en interne, en regroupant éventuellement différents cas d'utilisation venant de différents domaines. À partir du moment où c'est des sociétés externes qui arrivent directement dans un secteur donné pour présenter ou vendre une technologie ou un produit, en général, le sujet va être vu que par ce secteur-là. Et l'aspect transversal, l'aspect réutilisation, l'aspect mise en commun de toutes ces solutions ne va pas être pris en compte par un secteur dédié. Donc notre objectif, c'est ça, c'est de maîtriser les technologies, de pouvoir mettre en place un certain nombre de briques communes qui vont être utilisables dans tous les différents secteurs. Et notre but n'est pas à terme de réaliser toutes les applications dans ce cadre-là, mais plutôt de permettre aux différents secteurs eux-mêmes éventuellement de construire leur propre application en s'appuyant sur un socle commun qui est bien sûr le plus gros possible pour qu'au final chaque application coûte le moins possible. Mais il n'y a pas l'idée d'avoir une organisation totalement centralisée où toute l'activité de développement des applications utilisant la réalité mixte serait centralisée. C'est uniquement un pool de compétences et des briques réutilisables à la fois en termes logiciels, bien sûr en termes aussi de process, d'achat et d'intégration au système d'information Airbus, parce que c'est une composante qui est souvent négligée dans les premières phases des projets, mais qui au final va être importante. Comment est-ce que ces différents devices qui sont certes très intéressants d'un point de vue technologique vont pouvoir s'intégrer et communiquer avec l'ensemble du réseau Airbus, avec les contraintes de sécurité, etc. Donc avant de passer au sujet précis, désolé, mon introduction est peut-être un peu longue, juste quelques chiffres sur l'année 2017 pour vous montrer que vraiment cet effort de démonstration et de recueil de besoins a été importante. Donc on a recueilli plus de 320 idées au sein des différents secteurs d'Airbus. Et ces idées, ce qui est intéressant, c'est qu'elles viennent de 250, alors pas personnes différentes, mais 250 sigles différents au sein de notre organisation. Et ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, du manufacturing, qui est la partie la plus représentée, jusqu'à du marketing, les ressources humaines, etc.
En bas à gauche, vous voyez un petit graphique qui montre la part dans nos activités de réalité virtuelle par rapport à la réalité augmentée. Donc nos activités sont plus importantes en réalité augmentée, principalement parce que bien sûr ça ouvre à des nouveaux domaines où la réalité virtuelle ne répondait pas, mais aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, la réalité virtuelle est déjà utilisée à Airbus dans un certain nombre de secteurs. Et là, ce qu'on apporte en termes de nouveautés par rapport à ce qui existe, c'est l'aspect réalité virtuelle portable. Et donc, c'est pour ça aussi que l'ensemble des cas d'utilisation, nouveaux en tout cas qu'on génère, sont plutôt orientés vers la réalité augmentée. Alors bien sûr, bon, ça, ce slide paraît évident, mais on n'est pas les seuls, bien sûr, à s'intéresser à toutes ces technologies-là. Bon, j'ai mis que quelques sociétés qui ont fait des communications plus ou moins importantes dans le domaine. Mais disons que voilà, Airbus n'est bien entendu pas le seul à s'intéresser à ces technos. Donc ma présentation, après cette brève introduction, va maintenant s'intéresser à ce que j'ai appelé les ingrédients de la réalité mixte. Alors pourquoi les ingrédients? C'est-à-dire que les caractéristiques de ces technologies qui font au final qu'elle est intéressante pour des domaines comme le training et la maintenance. Donc c'est assez simplifié, mais les trois axes qui réellement font la pertinence de ces technologies pour la maintenance et le training sont pour moi l'aspect guide, donc l'aspect montrer un chemin ou le résultat d'une opération, l'aspect immersion bien entendu, donc comment plonger l'utilisateur dans un environnement, et l'aspect aussi impliquer l'utilisateur. C'est-à-dire que, à la fois pour la maintenance et surtout pour le training, il faut impérativement que l'utilisateur soit réellement acteur de son expérience pour que le résultat d'entraînement soit le plus pertinent. Et c'est justement cette caractéristique-là que nous apportent des technologies comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors on commence par l'aspect guide ou instruction. Donc en général, on pense tout de suite à l'aspect quoi, c'est-à-dire exprimer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il doit faire. Assez souvent, bien sûr, la question se pose sur le où, c'est-à-dire réellement localiser précisément l'endroit où cette opération doit être faite. Et avec ces nouvelles technos, on est capable de faire du comment, c'est-à-dire de présenter réellement les étapes ou même l'animation complète entre le avant et après une opération dédiée. Mais ce qui paraît important également, et en tout cas ce qui permet réellement d'avoir l'adhésion des utilisateurs et aussi un apprentissage plus efficace, c'est de présenter le comment. Alors, le pourquoi. Le pourquoi, c'est-à-dire que c'est bien beau d'expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et où il doit le faire. C'est important aussi pour que cette personne comprenne l'opération, apprenne l'opération, de lui expliquer le pourquoi. Et ce qui est très intéressant avec des technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est qu'elle permet justement de rajouter à l'environnement, soit réel, soit virtuel dans lequel il est, des informations supplémentaires, comme par exemple la capacité de voir à l'intérieur d'une pièce pour comprendre quel est l'effet de l'opération qui est en train d'être faite par l'opérateur ou qui est en train d'être apprise. Et donc, ça montre une chose, c'est que la technologie est une des solutions, bien sûr, pour les aspects maintenance et entraînement, mais le contenu, c'est-à-dire la façon de présenter l'information et la façon de faire passer le message à l'utilisateur, c'est crucial pour que réellement ces technologies soient adoptées et aient un effet réellement positif sur l'utilisation dans ces secteurs. Alors sur cette planche, j'ai réutilisé des illustrations d'un article que vous avez peut-être lu, en tout cas qu'il est intéressant de faire lire aux personnes qui ne connaissent pas bien la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est un article de la Harvard Business Review qui en gros présente ces concepts-là pour des managers, comme ils disent. Donc j'ai un petit peu réutilisé leurs illustrations que j'ai un peu remaniées pour cette présentation. Mais en gros, c'est encore une fois pour illustrer le concept de quoi, où, comment et pourquoi.
Donc à gauche, vous avez le bon vieux système de navigation d'il y a quelques années. Donc bien sûr, on est tous conscients que c'est difficile à utiliser. L'information, il faut la retrouver à chaque fois. On a besoin de ses mains, etc. Bon, je vais passer très vite sur cette partie-là. Ensuite, vous avez le GPS qui a quand même un certain nombre d'années avec des informations sonores et visuelles sur un écran 2D. Donc là, bien sûr, ça diminue, puisque ces informations sont contextualisées, ça diminue le temps d'accès à l'information qui est pertinente dans le contexte dans lequel se trouve l'utilisateur. Par contre, il reste encore des freins qui sont le fait que l'information qui est présentée est séparée au niveau espace avec ce que utilise l'utilisateur, c'est-à-dire son environnement réel, et d'autre part que les informations sont présentées en 2 dimensions sur l'écran, alors que devant lui, il a un monde qui, lui, est heureusement en 3 dimensions. Du coup, il y a un besoin d'une transformation intellectuelle, en tout cas une transformation dans le cerveau de l'utilisateur, pour transposer ces informations 2D sur l'environnement réel en 3D. Donc des solutions comme de la réalité augmentée spatialisée nous apportent des possibilités, telles que celles qui sont présentées sur le 3e schéma, c'est donc de présenter l'information de guidage directement en 3D devant les yeux de l'utilisateur, donc appliquée sur son monde réel. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'aspect pourquoi, c'est que là, on transforme le conducteur de la voiture en un vague robot, on va dire, c'est-à-dire qu'on lui dit, bah voilà, maintenant il faut tourner à droite, mais bon, là on n'est pas dans un mode d'apprentissage, donc c'est vrai que le contexte n'est peut-être pas adapté, mais ce que je vous montre dans la dernière image, c'est que c'est important, peut-être pas pour de la conduite, mais en tout cas pour de l'apprentissage ou même de la maintenance, d'expliquer le pourquoi finalement l'instruction est celle-ci. Donc là, par exemple, la voiture qui est devant est en panne. Bon, c'est peut-être un peu bête de tourner à droite pour ça, mais en tout cas, voilà, le principe c'est ça, c'est arriver à exprimer le pourquoi de l'instruction en plus d'exprimer l'instruction elle-même. Donc pourquoi utiliser ces technologies pour faire du guidage? Donc bien sûr, l'objectif c'est de simplifier la prise de décision de l'utilisateur, de diminuer son temps de réaction par un accès immédiat et qui demande le moins d'efforts possible pour accéder donc à cette information. Améliorer le confort aussi par l'utilisation de moyens qui ne nécessitent pas, par exemple, ses mains ou des choses comme ça. Tout ça, ça a pour but de lui permettre de se focaliser réellement sur le véritable problème. Et aussi, bien sûr, ces outils nous permettent, pour certains, que l'utilisateur puisse également être acteur, même dans des opérations de maintenance ou de training, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il est guidé dans telle ou telle procédure, pouvoir ajouter un feedback et donc quelque part, en plus de faire les actions, pouvoir agir pour l'amélioration de la procédure ou l'amélioration du training. Bien sûr, l'objectif de tout ça, c'est pas de transformer les gens en des robots qui appliquent bêtement, mais c'est réellement d'augmenter l'humain au sens où ça va lui permettre d'utiliser ses capacités pour des tâches où elles sont réellement pertinentes et non plus pour des tâches qui ne sont pas intéressantes et qui n'apportent pas de valeur. En deuxième pilier de tout à l'heure, j'ai présenté l'immersion. Donc j'ai séparé ici les planches en deux. Bien sûr, quand on pense immersion, on pense en premier réalité virtuelle. Donc pourquoi on fait de la réalité virtuelle? Souvent, on fait de la réalité virtuelle parce que l'environnement réel dans lequel on voudrait entraîner l'utilisateur est dangereux et coûteux à utiliser. Alors imaginaire, c'est au sens pas encore réalisé, donc plutôt conceptuel pour l'instant. Donc je ne dis pas que les génies vont devenir réalité bientôt, mais c'est l'icône qui allait mieux avec imaginaire. Parfois c'est rare, donc on a peu d'accès à l'environnement réel, où cet environnement réel n'est pas contrôlé, et donc on préfère entraîner les personnes dans un environnement virtuel. Donc tout ça, c'est ce qui justifie l'utilisation souvent de la réalité virtuelle. C'est le non-usage de la réalité ou de l'environnement réel. Donc là, bien sûr, bon, inutile de détailler trop, mais l'immersion est donc la capacité à tromper, entre guillemets, l'utilisateur pour l'immerger dans un environnement virtuel est très importante, surtout dans les phases d'entraînement.
Et on peut se poser la question du fait que l'immersion purement visuelle, parfois un peu sonore comme on le voit ici, est-elle suffisante ou pas? C'est vrai qu'on sollicite que quelques sens quand on fait de la réalité virtuelle et que ce qui améliore la capacité d'apprentissage, ou en tout cas l'efficacité du message qui est passé au moment du training, c'est la partie immersion. Et donc il ne faut sans doute pas se limiter à l'aspect visuel. Un petit slide aussi pour dire que l'immersion, pour moi, c'est aussi une notion dans le monde de la réalité augmentée. Donc aujourd'hui, dans le monde de la réalité augmentée, bien sûr, on voit son environnement et on vient rajouter des éléments virtuels dans cet environnement. Mais ce qui fait la bonne immersion, c'est pour moi l'aspect cohérence entre les informations qui sont rajoutées et le monde réel, de manière à ce que pour l'utilisateur, tout comme tout à l'heure dans la réalité virtuelle, il se croyait dans un monde réel, mais il voit l'ensemble de ces informations comme un tout qui soit cohérent. Et donc c'est ce qui est possible par, bien sûr, l'accès au monde réel, la spatialisation éventuellement de l'information pour la réalité augmentée qui permet ce genre de choses, et l'utilisation, tant que faire se peut, des moyens naturels d'interaction que sont la voix et, si possible, les gestes naturels de l'utilisateur. Et enfin, le dernier pilier, c'est la partie implication, engagement, je ne sais pas quel serait le terme en français. Donc bien sûr, c'est essentiel pour la partie training. Donc le training, pour moi, c'est à la fois l'apprentissage avec un aspect pratique. Et l'intérêt du training assez réaliste, en tout cas dans un environnement, par exemple, de réalité virtuelle, ou du training encore plus réaliste quand il est fait en réalité augmentée sur les objets réels, c'est pas seulement de s'intéresser au quoi, encore une fois, mais aussi au comment, au sens où j'apprends ce que je dois faire, mais j'apprends comment le faire en faisant les gestes qui me permettent de réaliser l'opération. Et ça permet, a priori, alors je ne suis pas expert dans les aspects neuronaux, etc., mais a priori, ça vient solliciter quand même plusieurs aspects de notre mémoire, qui n'est pas seulement notre mémoire classique, déclarative, textuelle ou image, mais aussi notre mémoire musculaire, notre mémoire procédurale, ce qui fait qu'on apprend à faire quelque chose aussi en le faisant une première fois. Donc toutes ces technologies, elles posent un certain nombre de questions. Elles ont des limitations. Alors j'ai listé quelques points. Je ne vais pas toutes les prendre en compte. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect content creation, donc l'aspect contenu. Donc à la fois pour l'aspect maintenance et l'aspect entraînement en réalité virtuelle. Le contenu de l'information, la façon dont sont présentées les informations et potentiellement le fait, et c'est la question qui est en bas à droite, de ne pas déconnecter le cerveau de l'utilisateur quand on utilise un mécanisme de guidage, même très précis, c'est très important, à la fois pour l'aspect maintenance, mais surtout pour l'aspect entraînement. C'est-à-dire qu'il faut que les informations qu'on présente permettent à l'utilisateur d'être plus efficace, de mieux comprendre, mais qu'il continue à utiliser ses capacités qui lui sont propres, et non pas qu'il applique bêtement une procédure, parce qu'à la fois pour la maintenance, mais surtout pour l'entraînement, ça n'a aucun effet. Si j'applique à la lettre une procédure qui m'est très très bien expliquée par des flèches, etc., dans un environnement virtuel, je serai incapable de le reproduire derrière parce que ça n'aura pas nécessité de ma part une forme de transformation intellectuelle. Bon, je n'ai pas le temps, je crois, de détailler les points. Juste pour vous donner quelques exemples, avec quelques photos qui ne sont pas toujours très récentes. Ça, c'est un exemple, non pas dans le domaine de la maintenance, mais dans le domaine du manufacturing. Juste l'utilisation de réalité augmentée spatialisée, pour montrer le résultat d'une opération complexe à un utilisateur. Donc là, en l'occurrence, c'est malheureusement pas la dernière version, parce que vous voyez le câble un peu partout, alors qu'il devait être caché par la structure. Mais j'ai pas eu le droit de sortir la dernière photo, donc j'ai sorti celle-ci. Donc le principe, c'est simple, c'est de présenter à l'utilisateur qui doit installer ce câble complexe qui a plusieurs ramifications sur une structure de cockpit, lui présenter en position avant qu'il l'installe. Donc ça a juste pour effet de réduire le temps de compréhension de comment est-ce que la pièce va être à la fin positionnée dans l'espace, où est-ce qu'elle se fixe, plutôt que de regarder du papier, voir des modèles 3D sur un ordinateur. Là, il fait le tour de sa structure et il va directement comprendre en 3D où est-ce que ça se situe. Il pose son casque de réalité augmentée, il va pouvoir faire l'opération. C'est vraiment juste raccourcir ça et ça fait gagner sur des opérations d'installation comme ça entre 20 et 30% du temps, parce que la phase de compréhension de la tâche à réaliser quand elle est complexe comme celle-là est une part importante du temps qui est utilisé. Un autre exemple, donc encore de procédure guidée, donc comment pour de la maintenance ou donc comment
tirer profit de l'aspect spatialisation pour, en réalité augmentée, présenter à un utilisateur l'opération qu'il doit réaliser. Et les deux dernières planches, un petit exemple de training donc, qui est fait avec des HoloLens, donc plutôt de la réalité augmentée, même si finalement c'est une application de réalité virtuelle, parce qu'on est dans un monde qui n'utilise pas le monde réel. Ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé pour des gens des ressources humaines. C'était aussi pour vous montrer un petit peu le panel au moment de l'accueil des nouveaux embauchés ou dans des salons éventuellement, pour présenter le groupe Airbus. Donc c'est une application qui présente les différents secteurs d'Airbus, la défense, les hélicoptères, les avions, etc. Mais qui aussi passe par une phase très très légère d'entraînement à des concepts comme l'aérodynamique ou des choses comme ça. Et donc l'utilisation bien sûr de ces technologies-là favorise l'apprentissage. Mais bon, c'est dans un cas très très spécifique. Et bien sûr, on a aussi travaillé sur l'utilisation de réalité virtuelle ou augmentée pour du training un petit peu plus